Bonsoir à vous qui nous rejoignez, que ce soit depuis l'effervescence de Kinshasa ou le calme relatif de nos provinces. Chaque jour qui passe nous confronte à la même question. Comment, dans un pays aussi riche que le nôtre, le simple fait de vivre dignement reste un combat quotidien pour tant de nos compatriotes? Bienvenue à Inside News RDC. Ce soir, le fil conducteur de notre édition est une question simple mais fondamentale. À qui appartient réellement le Congo? Les informations que nous allons partager sont capitales car elles touchent au cœur même de notre souveraineté. Une souveraineté mise à l'épreuve non seulement par les armes à l'Est, mais aussi par les contrats signés dans les bureaux de la capitale. Nous allons voir comment des décisions économiques apparemment techniques organisent en réalité notre dépendance et comment la paix, négociée loin de chez nous, peine à se traduire en sécurité pour nos familles. Dans nos dossiers majeurs, nous révélerons les dessous d'un contrat de plusieurs millions de dollars pour des plaques d'immatriculation. Une enquête qui expose une dépendance économique organisée et une occasion manquée pour notre industrie locale. Ensuite, nous irons à l'Est, où nous mettrons en lumière le paradoxe tragique entre les accords de paix signés sous les applaudissements de la communauté internationale et la réalité sur le terrain, où les groupes rebelles consolident leur contrôle sur nos zones minières stratégiques. Nous aborderons également en urgence les arrestations qui secouent le sommet de notre armée et les conséquences directes pour des millions d'entre nous du retrait américain des grandes organisations internationales d'aide humanitaire. Pourquoi notre État choisit-il de dépenser des millions à l'étranger pour un produit que nous avons la capacité de fabriquer ici même, sur notre propre sol? Le fait est là, brutal et inscrit dans les registres publics. En août 2025, un contrat de 7,45 millions de dollars a été attribué à la société belge Castillo-Valair pour fournir 100 000 paires de plaques minéralogiques. Regardons ce chiffre à travers le prisme international. Ces 7,45 millions de dollars envoyés en Europe contrastent de manière saisissante avec le coût d'une ligne de production industrielle entièrement automatisée, disponible sur le marché mondial pour une somme comprise entre 30 000 et 65 000 dollars. Une dépense dérisoire en comparaison. Cette décision entre en collision frontale avec les propres objectifs de notre gouvernement. Le plan directeur d'industrialisation, approuvé en juillet 2021, a pour ambition centrale la substitution des importations par la production locale. Pourtant, pour un produit aussi simple, nous faisons exactement l'inverse. Une alternative existe. Elle est viable et elle fonctionne sur notre continent. L'Égypte, en coopération avec l'entreprise allemande Tonies, a inauguré une usine au Caire capable de produire jusqu'à 4 millions de plaques par an, créant au passage 60 emplois qualifiés. Ce modèle prouve qu'une production locale, souveraine et créatrice de richesses est non seulement possible, mais à portée de main. C'est un choix délibéré de la dépendance. Faisons un calcul simple. Le prix facturé par la société belge est de 74,5 dollars par paire. Pour chaque Congolais qui paiera 115 dollars, 74,5 dollars quittent immédiatement notre pays pour Bruxelles. C'est un choix qui enrichit la Belgique au détriment de nos propres usines, alors que le marché potentiel total s'élève à 345 millions de dollars. Pour vous, pour nos ingénieurs, pour nos ouvriers, cela signifie une porte fermée. L'argent qui devait créer des emplois chez nous s'envole pour enrichir des actionnaires à Bruxelles. Nous perpétuons un cercle vicieux de dépendance et de fuite massive de nos devises. Ce contrat est-il le symptôme d'une simple incompétence ou le masque d'un système de corruption bien huilé qui sacrifie l'avenir industriel du pays sur l'autel d'intérêts privés? La véritable question n'est pas de savoir si nous pouvons produire ces plaques, mais bien de savoir qui a intérêt à ce que nous ne le fassions jamais. Les derniers rapports des experts des Nations Unies est sans appel. La coalition AFC M23, avec le soutien direct de la force de défense rwandaise, renforce sa mainmise sur les mines stratégiques du Sud Kivu
et met en place une administration parallèle. Pendant que Washington et les chancelleries applaudissent une paix de papier, ce rapport documente la consolidation d'un État parallèle qui pille nos ressources. La diplomatie ne sert pas ici à ramener la paix, elle offre une couverture à la guerre économique. Cette réalité se heurte violemment aux promesses de l'accord de Washington, signé sous l'égide de Donald Trump. Moins de 24 heures après la signature, notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaykwamba Wagner, dénonçait déjà des violations graves et répétées. Le désaccord fondamental persiste. Kinshasa et Kigali continuent d'interpréter différemment les points clés sur le retrait de la FDR et la neutralisation des FDLR. Face à cette situation, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine condamne sans appel la mise en place de structures administratives parallèles et demande à tous les pays voisins de ne jamais les reconnaître. Une condamnation diplomatique claire, mais qui peine à changer la situation sur le terrain. Car, sur le terrain, le coût humain et économique est effroyable. L'AFC M23 contrôle désormais les zones d'extraction des minerais 3T, étant Cantal et Tungstène, autour de Lombichi, Numbi et Nyabibwe, la prise de Nzibira, hub stratégique pour la cassitérite et le coltan, a redessiné les circuits miniers. Le groupe organise le recrutement forcé de jeunes et même de mineurs, soumis à la faim, la torture et des exécutions sommaires. Kinshasa chiffre le bilan à 500 000 déplacés et plus de 1500 morts depuis début décembre. L'opposant Frank Diongo qualifie le rapport de l'ONU de mensonge diplomatique qui administre la guerre. Son analyse pointe une réalité glaçante. L'AFC M23 n'occupe plus, elle colonise. Elle remplace notre drapeau, notre justice, notre État, morceau par morceau. Une ambition confirmée par son secrétaire permanent, Benjamin Mbonimpa, qui a évoqué un projet de fédéralisme. Pour nos compatriotes de l'Est, cette stratégie d'occupation signifie un risque de famine imminente. Pour notre nation, elle représente une perte massive de revenus miniers qui devrait financer nos écoles et nos hôpitaux. Pendant que la communauté internationale produit des rapports et organise des sommets, l'AFC M23 redessine les frontières économiques et administratives de notre pays. Combien de rapports faudra-t-il encore pour que la défense de l'intégrité territoriale passe des communiqués diplomatiques à une stratégie de puissance efficace et dissuasive? Au cœur même de notre appareil de défense, la confiance est ébranlée. Plusieurs officiers supérieurs des FARDC, dont le lieutenant-général Frank Bwamunda, le général-major Christian Dawel Okura et le général de brigade Benjamin Katende Batubadila, ont été transférés à la prison militaire de Nolo. L'enquête, menée par le Conseil national de cyberdéfense, a abouti à des accusations d'une gravité exceptionnelle, complot contre le chef de l'État, trahison et association de malfaiteurs. Cette purge au sommet de la hiérarchie militaire expose des failles béantes au moment où notre nation a le plus besoin d'unité. Pendant que ces menaces internes sont traitées, notre pays cherche à renforcer son système judiciaire avec une aide extérieure. Une délégation canadienne s'est engagée à accompagner la modernisation de notre justice, une initiative visant à bâtir un État de droit plus robuste. Mais cette volonté affichée de réforme se heurte à une autre réalité. L'opposant Martin Fayulu dénonce publiquement le harcèlement des communicateurs de l'opposition, dont plusieurs ont été récemment interpellés par les services de sécurité. Cette tension met en lumière un paradoxe préoccupant. Comment bâtir un système judiciaire moderne et respecté avec l'aide de partenaires internationaux si, dans le même temps, les piliers de notre défense nationale sont rongés par des accusations de trahison et si la liberté d'expression est perçue comme menacée? La véritable force d'un État ne réside-t-elle pas autant dans ses lois que dans la confiance que ses citoyens et ses soldats placent en lui? L'instabilité chronique qui paralyse nos provinces continue de freiner leur développement.
au Sankuru, le gouverneur intérimaire a été sèchement rappelé à l'ordre par Kinshasa, lui interdisant tout mouvement administratif et lui enjoignant de se limiter strictement à la gestion des affaires courantes. Cette situation de transition tendue fait écho à la crise qui secoue le Mai-Ndombe, où 4 ministres provinciaux écartés réclament 6 mois d'arriérés de salaire et dénoncent une gestion chaotique. En contraste, dans la province de Lomami, un réaménagement gouvernemental est présenté comme une mesure visant à dynamiser la gestion. Mais pendant que les politiciens se querellent, permutent et se succèdent, les urgences de nos compatriotes sont ignorées. L'exemple le plus tragique nous vient de la cité de Bulungu, dans le Kwilu, où 10 têtes d'érosion menacent d'engloutir des quartiers entiers. Chaque dollar dépensé en querelle politique au Mai-Ndombe est un dollar qui n'achètera pas les gabions pour sauver les maisons de Bulungu. La connexion est directe, la conséquence est mortelle. Au-delà des remaniements et des rappels à l'ordre, quand nos provinces cesseront-elles d'être des théâtres de lutte politique pour devenir de véritables moteurs de développement capables de répondre aux besoins les plus élémentaires de nos compatriotes, comme la simple protection de leur maison contre l'érosion? Nous passons maintenant aux brèves et aux nouvelles internationales qui ont un impact direct sur notre nation. La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de 66 organisations internationales aura un impact direct et dévastateur pour la RDC. Alors que 26,6 millions de nos compatriotes sont en situation d'insécurité alimentaire, cette décision menace de provoquer une rupture totale de la chaîne d'approvisionnement du Programme alimentaire mondial dès le mois prochain. Le programme américain d'admission des réfugiés est suspendu et les 650 millions de dollars qui finançaient la préservation du bassin du Congo sont en péril, menaçant directement le programme CARPE, Congo Basin Forest Partnership, et la gestion de plus de 400 000 hectares de forêts communautaires. Sur le front de l'insécurité urbaine, le procès en flagrance de plusieurs présumés Kuluna a débuté à Kinshasa dans le cadre de l'opération Dobo. Cette initiative intervient alors que la capitale est endeuillée par le meurtre du professeur Mathieu Abata de l'Unikin, abattu à son domicile à Lemba. La violence n'épargne pas les autres villes. À Butembo, 2 personnes ont été tuées, portant à 92 le nombre d'assassinats enregistrés en 2025. Face à cette vague de criminalité, les autorités du Maniema appellent la population à collaborer et à dénoncer les suspects. Dans la province du Kwilu, un conflit coutumier a dégénéré aux violences mortelles. La réouverture d'un dossier de pouvoir déjà tranché serait à l'origine d'affrontements entre 2 villages à Bagata, faisant 3 morts, dont 2 victimes décapitées, et une 50aine de maisons incendiées. Pendant ce temps, au sud Kivu, une tragédie sanitaire frappe le territoire de Shabunda, où 9 personnes sont décédées après avoir subi des interventions chirurgicales menées par des charlatans se faisant passer pour du personnel soignant. En sport, la première délégation congolaise est rentrée ce jeudi de la CAN Maroc 2025. Le ministre des Sports a salué le comportement exemplaire des supporters et a remis une voiture au célèbre supporter Michel Kouka, alias Lumumba. Par ailleurs, la Fédération algérienne de football a officiellement présenté ses excuses suite au geste de chambrage du joueur Mohamed Amoura envers ce même supporter. Pour finir, la Ligue nationale de football a annoncé le démarrage de la phase retour du championnat ce samedi. La Fédération de volleyball a dévoilé son nouveau logo, symbole d'une ambition renouvelée. Et à Kikwit, la route nationale 1 est temporairement fermée à la circulation pour permettre des travaux d'assainissement visant à lutter contre les inondations. Voilà l'essentiel de l'actualité que nous voulions partager avec vous ce soir. Avant de nous quitter, retenons les 4 points qui ont marqué cette édition. Nous avons exposé le scandale des plaques d'immatriculation, ce contrat qui envoie nos millions à l'étranger pour un bien que nous avons les moyens de fabriquer ici. Nous avons ensuite confronté la diplomatie à la réalité brutale de l'Est, où la stratégie d'occupation et de pillage de l'AFC M23
continue de vider les accords de paix de toute substance. Nous avons vu comment les purges au sommet de notre armée exposent des failles de loyauté au cœur même de notre appareil de défense. Et enfin, nous avons mesuré comment la décision de Washington de se retirer de l'aide internationale menace de transformer la crise humanitaire chez nous en une véritable catastrophe. Ce soir, je vous laisse avec cette réflexion de l'économiste zambienne Dambisa Moyo qui écrivait « Planter un arbre est une bonne chose, mais encore faut-il posséder la terre sur laquelle on le plante. » Cette pensée nous rappelle que sans souveraineté économique et territoriale réelle, sans la maîtrise de nos propres capacités de production et la défense de notre intégrité, tous nos efforts de développement risquent d'être construits sur du sable, au profit d'autres. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle édition d'Inside News RDC. Pour approfondir votre réflexion, je vous invite à visionner les dossiers de Inside News Review. Je vous propose spécifiquement le dossier intitulé « L'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé » car il décrypte en profondeur les mécanismes géopolitiques qui sous-tendent la situation que nous avons abordée ce soir à l'Est. Que notre nation trouve la force dans la vérité. C'était Soraya pour Inside News RDC. Très bonne continuation.